Et puis ensuite, il a rencontré ma mère et ils ont créé le produit destiné à la viticulture, encore une fois. Donc c'est une famille qui était ancrée dans la viticulture depuis quelques siècles. J'ai développé une activité d'analyse et de laboratoire et de conseil. Alors c'est vrai que dans les années 90, on était confronté à pas mal de problématiques qu'on appelait vulgairement, tous les sens du terme, goût de bouchon. Alors Pascal Châtonnet, elle est issu d'une famille assez ancienne dans la région de Saint-Émilion. Donc pour le replacer dans le contexte familial, du côté de ma mère, j'avais un grand-père qui était pépiniériste, donc qui s'intéressait bien entendu à la vigne au plus haut point. Puis du côté de mon père, c'est une famille de Saint-Émilion qui a été propriétaire de différents types de vignobles dans cette appellation. Et puis ensuite, il a rencontré ma mère et ils ont créé un négoce de produits destinés à la viticulture, encore une fois. Donc c'est une famille qui était ancrée dans la viticulture depuis quelques siècles déjà. Et puis donc, à titre de hobby, en fait, mon père s'est retrouvé sans propriété viticole, mais il a toujours eu la passion de faire son vin, etc. Ma mère avait une propriété du côté de son père et ils ont vendu cette propriété qui était à Montagne pour créer le cru aujourd'hui de Auchéniaux à la Lande de Pomerol à partir de rien du tout. Et ils ont acheté une petite propriété en ruine qu'ils ont patiemment développée. Voilà. Donc je suis issu de ce milieu qui est un milieu qui est définitivement ancré à Bordeaux, plus particulièrement sur la rive droite à Saint-Émilion et à Pomerol. Et donc, voilà, je suis issu de cette filiation et de cette passion ancrée dans le vignoble depuis très longtemps. Voilà, donc après, à titre personnel, je ne me destinais pas particulièrement à être vigneron. Donc j'ai fait des études néanmoins dans le domaine agricole, où j'ai cumulé à peu près tous les diplômes agricoles qui existaient à l'époque, mais toujours dans une perspective d'enseignement court. Je ne me voyais pas faire des études très longues. Pour faire quoi exactement, j'en savais pas non plus grand-chose. Mais en fait, bon, c'était dans ce domaine-là quand même. Celui du vin, celui de la viticulture ou de l'agriculture en général. Pour faire quoi exactement, je ne savais pas. L'enchaînement des diplômes, j'ai fini par être œnologue. Et normalement, ça s'arrête là. Et puis, j'ai eu l'opportunité de poursuivre un peu une carrière universitaire où j'ai cumulé en fait, ensuite 2 thèses de doctorat. Donc, d'une perspective d'enseignement court, j'ai passé ensuite 18 ans à l'université comme chargé de recherche à l'université de Bordeaux. Simultanément, j'ai développé une activité d'analyse et de laboratoire et de conseil. Donc en 92, on a créé le laboratoire Excel, qui au départ c'était plus focalisé, spécialisé dans le domaine de l'analyse liée aux conditions de bouchage, d'embouteillage et de vieillissement en bouteille, avec toute la problématique bouchon en liège qui était assez critique dans les années 90, il faut bien l'avouer. Grâce à l'expertise que j'ai développée dans le cadre universitaire, en particulier dans l'analyse fine des arômes, la microbiologie et les conséquences de développement de certains micro-organismes, la détection, l'analyse des contaminants, on a transmis à Excel cette expertise analytique qui est devenu un leader, si ce n'est le leader de l'analyse fine dans le domaine du vin, et ça nous a permis d'identifier, de solutionner beaucoup de problèmes qui étaient liés à des molécules qui étaient difficiles d'approche parce que présentes en concentration extrêmement faible. Donc ça nécessitait des moyens d'analyse très particuliers. Et pour autant, ces contaminants qui étaient à l'état de trace avaient un impact organoleptique extrêmement important. Donc, un impact important sur la définition de la qualité, de la typicité, de l'originalité des vins. C'est ça qui a fait le développement d'Excel en France, puis à l'international. Voilà, donc ça a été une époque. Simultanément, tout en étant étudiant encore, on a développé une activité de conseil. J'ai développé une activité de conseil. Conseil, c'est toujours une activité plus intuitive personnelle. Voilà, donc à partir de 1995, j'ai surtout travaillé en fait à l'étranger. Pas beaucoup travaillé en France ni à Bordeaux à cette époque-là.
Pourquoi à l'étranger? Parce que tout en étant étudiant et chercheur, j'avais le besoin de découvrir des horizons, de découvrir d'autres pratiques, d'autres climats, d'autres types de vins, d'autres mentalités. Donc j'ai passé une bonne vingtaine d'années à pas mal voyager et à transmettre mon expérience, bien entendu, dans ces pays-là, mais aussi à acquérir beaucoup de connaissances et d'expériences venant de ces ambiances nouvelles. Voilà. Et puis en 2000, j'ai quitté l'université. Je me suis consacré plus particulièrement au développement du laboratoire Excel et de mon activité de consulting. Et puis à partir de 2007, à l'issue d'abord du décès de mon père et puis plus récemment de celui de ma mère, eh bien, j'ai pris la direction des vignobles châtonnais, donc vignobles familiales créés par mes parents à l'origine et que l'on continue à exploiter, à développer dans ce cadre familial. Alors c'est vrai que dans les années 90, on était confronté à pas mal de problématiques qu'on appelait vulgairement, tous les sens du terme, goût de bouchon. J'ai apporté 2 contributions à la solution de ce problème, puisque nous sommes arrivés à la solution. La première chose, c'est que tout le monde parlait d'un goût de bouchon en même temps sans être vraiment capable de mettre une ou plusieurs molécules, à la quantifier, à mettre en rapport la concentration et la perception, et donc à conclure si c'est bien un goût de bouchon, d'où il vient, quelle est la substance responsable, de façon à... Ce n'est qu'une fois qu'on a identifié correctement les sources qu'on peut solutionner le problème à sa source. Sinon, ça faisait des dizaines et des dizaines d'années que le bouchon était accusé de contaminer les vins en leur donnant un fameux goût de bouchon, qui est en fait un goût de moisi, hein, pour résumer les choses. Et donc la première contribution, ça a été de développer des méthodes analytiques, alors qui nécessitaient, et qui nécessitent toujours d'ailleurs, des équipements un peu particuliers. C'est une analyse chromatographique, en phase gazeuse, en dose des milliardièmes de grammes, donc c'est pas quelque chose qui est facile que ça. Mais aujourd'hui, la technologie est devenue très facile d'accès, très courante. Et il y a 30 ans, c'était un petit peu plus compliqué, je vous l'avoue. Mais en fait, le bouleversement, donc ça a été la première étape. La deuxième étape, et ça a été l'étape certainement la plus bouleversante, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de bouchons dans les vins embouteillés depuis les années 70, 80, voilà. Beaucoup de ces bouteilles qui présentaient un soi-disant goût de bouchon étaient contaminées, mais pas par le bouchon. Avec certainement un goût qu'on attribuait, qui était voisin, similaire, voire identique à celui typique du goût de bouchon. Mais la grosse contribution qu'on a apportée à l'identification et à la solution de ce problème, c'est l'identification de molécules qui s'appellent les chloroanisols, les polychloroanisols ou les bromoanisols. Tout ça, ce sont des familles de molécules similaires qui tournent autour du chlore ou autour du brome et qui possèdent effectivement un goût de moisi, mais qui n'ont rien à voir avec le goût du liège moisi qui est lié, lui, plus particulièrement au trichloroanisole. Voilà. Alors sans faire un cours de chimie, simplement c'est qu'on s'est rendu compte que les ambiances déchets, les bâtiments, les structures des bâtiments étaient contaminées et que via l'atmosphère, donc sans contact direct, comme dans le vin en bouteille, eh bien on a le vin au contact du liège, mais dans ce cas-là, on est au contact de l'air, de l'atmosphère, eh bien ces substances se volatilisent, circulent au gré des courants d'air dans les bâtiments et vont contaminer les vins qui sont dans des barriques, qui sont dans des cuves, qui sont manipulés à l'air et qui vont à ce moment-là prendre, absorber ces molécules et exacerber un goût de moisi défectueux à la dégustation alors qu'ils ne sont pas encore en bouteille, ils n'ont pas de contact avec le bouchon. Alors ça a été une petite révolution, donc dans les années 90 à 2000, parce qu'on s'est aperçu que la problématique, elle n'était pas simplement bordelaise, elle n'était pas simplement française, elle était absolument internationale, en fonction des pays d'ailleurs, avec des profils de contamination différents, parce que les sources polluantes étaient différentes. Mais l'essentiel de la pollution, en fait, était lié au traitement des bois, des charpentes, au traitement de certaines matières plastiques contre le feu, exactement. Ces substances, dans les ambiances déchets, au fil du temps, peu de circulation d'air, plutôt de l'humidité pour faciliter l'élevage des vins, eh bien ça, c'était des conditions très favorables à la dégradation de ces molécules vers des substances volatiles, odorantes, très désagréables. Et donc ça a été beaucoup de travail pour le laboratoire, beaucoup d'expertise, mais finalement, nous avons mis en place simultanément au cours de ces
10-15 ans des solutions pour éliminer les sources et donc supprimer le problème. Et donc aujourd'hui, je ne veux pas dire que 100% des problèmes sont supprimés, on en redétecte quelques-uns chaque année. Enfin, l'énorme problème a été solutionné. Ouais, je pense qu'on a apporté une très sérieuse contribution à cette évolution positive. Vous savez, le vin, c'est un produit qui est vivant. Il est soumis tout au long de son élaboration à beaucoup d'évolutions. On a éliminé les sucres, on a éliminé les acides instables, et donc le vin devient relativement stable.